et un livre à emporter sans aucune hésitation dans votre valise. Le professeur Michel Lejoyeux, qui est notre invité ce midi. Bonjour professeur. Bonjour et merci de cette invitation. Non, célèbre psychiatre. Alors, vous sortez aux éditions Robert Laffont, En bonne santé avec Montaigne. Le principe, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ça paraît tellement évident, parce qu'aujourd'hui, là, en cette fin du mois de juillet, enfin, on s'en approche, avec tout ce qu'on vient d'entendre en termes d'informations. Dans quel état vous nous trouvez tous, là ? On est un peu dans l'état des contemporains de Montaigne, c'est-à-dire confronté à des menaces guerrières, à des questions identitaires. Montaigne a traversé tout ça. Il avait aussi des maladies lui-même, hein. Il n'avait pas un état de santé génial, mais il s'est construit des bons comportements, des bonnes croyances, des bonnes certitudes, et puis des petites expériences agréables. C'est ce qu'il appelle sa petite arrière-boutique, où il va de temps en temps se consoler pour aller bien. Pourquoi vous êtes allé chercher Montaigne pour nous expliquer qu'on peut aller mieux avec des choses assez simples, cela dit, hein, des petites choses du quotidien, je dirais. Oui, parce que moi je voulais un philosophe qui soit accessible aux médecins que je suis, et j'ai l'impression qu'on fait un peu le même travail tous les deux. Mon livre raconte une histoire de consultation d'une dame avec qui on fait une sorte de montaignothérapie. Et au fond, c'est très très concret, très pratique. C'est vraiment trouver dans un contexte qui n'est pas simple, hein, évidemment, ces stratégies de résistance personnelle. C'est des stratégies ou c'est un entraînement? Parce qu'il y a des choses que l'on peut faire un peu tous les jours dans sa tête, réfléchir, une espèce de mantra. En tous les cas, vous dites, il n'y a pas de fatalité à mal aller. Bien sûr, Montaigne dit quelque chose sur la tristesse qui est formidable. Il dit il y a les grands chagrins, ce que nous en psychiatrie on appelle les dépressions, qui doivent évidemment se soigner. Et puis il y a la tristesse, cette espèce de tristesse ambiante. Et Montaigne dit un truc que j'ai toujours envie de dire en consultation, il ne faut pas aimer sa tristesse. Il ne faut pas se construire son musée de tristesse avec tout ce qui rend triste, tout ce qui justifie. Vous savez, ces personnes qui vous disent le lundi ça va comme un lundi, quand vous leur demandez comment ça va, on fait aller, qui au fond ne se présente que comme ça. Et vous savez, ce qui m'intéresse dans Montaigne, c'est surtout l'application aux thérapies modernes. Nous, dans les thérapies modernes, on apprend à considérer cette voix triste comme une voix étrangère, une voix qui se trompe, faire exactement ça, ne pas aimer sa tristesse. Alors ne pas aimer sa tristesse, mais du coup se tourner vers des choses simples, du quotidien, c'est ce que vous dites. Vous démarrez dès l'enfance, vous démarrez vers l'adolescence, et après il y a un gros chapitre sur l'âge adulte. Mais il y a quand même des choses qui sont très très concrètes dans notre enfance, hein, le rapport aux parents, le rapport à l'adolescent que l'on devient et qui s'affirme. Donc tout ça se construit, et c'est aussi utile pour les parents que nous sommes finalement, ce livre. Bien sûr, et puis il y a des certitudes fausses sur lesquelles, vous savez, Montaigne dit des choses très très audacieuses aujourd'hui. Il dit par exemple l'amour des enfants pour les parents ou des parents pour les enfants n'est pas naturel. Il dit il n'y a pas d'instinct parental comme ça, on les adore pas immédiatement, vous imaginez. Et au fond c'est très rassurant de se dire ça. Montaigne dit je suis plus sensible au résultat du commerce que j'ai eu avec les muses, c'est-à-dire à mes écrits, qu'au commerce que j'ai eu avec ma femme, c'est-à-dire mes enfants. Donc il dit, il faut avoir une certaine exigence vis-à-vis de ses enfants et au fond construire une relation. Lui avait une vie étonnante où il était réveillé en musique. Son père lui avait mis à sa disposition un orchestre qui le réveillait avec de la musique classique. Oui, on a quelques petites certitudes qu'on peut remettre en cause comme ça. Alors vous dites que Montaigne invente une médecine inspirée de sa propre expérience. Vous nous parlez justement de quand il se levait tout en musique. Mais son expérience, il visait quoi? Le bonheur absolu? Certainement pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le bonheur. En tant que médecin, on a une chose simple, et Montaigne dit c'est quand même le plus important, c'est la santé. Vous savez, une fois qu'on est en bonne santé, que professionnellement ça va à peu près, que la famille va à peu près, c'est l'exaltation totale, l'exaltation permanente, c'est pas un sujet médical. C'est pour ça que j'étais très en phase avec ça. Une vie totalement réussie. Si on arrive à éviter les grandes catastrophes, il donne par exemple un petit exemple. Il dit dans une situation comme par exemple les vacances où on a le droit de se distraire, on a le droit de pas essayer de toujours aller chercher ces états d'âme douloureux. Il prend un exemple, vous devez traverser un pont dans le vide. Soit vous réfléchissez à ce que vous allez faire et vous ne le traverserez pas. Soit vous vous distrayez, vous ne regardez pas
totalement le danger et vous y arrivez. Vous voyez, cette autorisation à l'amusement. Il dit une autre chose qui est bien adaptée pour les vacances. Il dit en général, on entraîne sa mémoire. Hein. Vous savez, il y a des gens qui font des tas d'exercices de mémoire. J'ai peur d'avoir l'Alzheimer, donc je m'entraîne. Montaigne dit, ce qui m'a le plus protégé dans ma vie, c'est l'oubli. Et il faut faire des exercices d'oubli. Les couples qui tiennent, il y a plein d'études qui le montrent, sont des couples qui sont capables d'oublier quelques petites choses qui n'ont pas bien fonctionné. Le droit à l'oubli. Mais c'est aussi une règle en informatique. Absolument. Et dans la justice. On est plus créatif quand on oublie. On est plus original et moins bavard quand on oublie. Donc vous voyez, au fond, quelques certitudes. Il faut réfléchir à soi, il faut cultiver sa tristesse. Montaigne, c'est exactement l'inverse. On cultive l'oubli, on cultive la distraction. Et puis, ce truc qu'il va falloir mettre en action, on fait l'amitié. Hein, on n'a jamais de vie heureuse ou de bonheur tout seul. On doit se trouver son ou sa meilleure amie. Ça veut dire quoi, ça ? Eh ben, ça veut dire et là, on a un mode d'emploi. Et je donne dans le bouquin une sorte de mode d'emploi d'amitié. D'abord, un vrai ami, c'est pas un pervers. C'est quelqu'un qui se met pas à votre service. C'est quelqu'un qui vous contredit. C'est quelqu'un qui est capable de vous raconter ses échecs, ses galères, autant que ses réussites. Et c'est quelqu'un, il va encore plus loin, Montaigne, avec qui vous avez le droit d'une sorte de relation exclusive. On a le droit d'être jaloux en amitié, comme on l'est en amour. C'est-à-dire, au fond, plutôt que de chercher plein de relations et d'être le plus populaire des vacances, le plus populaire de son endroit, on va faire, je donne un exemple comme ça, un bilan d'amitié. Est-ce que je passe assez de temps avec celles et ceux qui comptent le plus dans ma vie, ou est-ce que je passe un temps fou à répondre aux réseaux sociaux, à être liké, qui est au fond quelque chose de la modernité. Très scandaleux, vous voyez, cette idée du meilleur ami, et ça rejoint, et c'est là où on a essayé de faire des rapprochements, ça rejoint la neurobiologie récente, qui montre, avec une étude coréenne, qui montre que plus on a de relations en ligne, plus ces relations sont versatiles, peuvent changer, alors que par contre, le ou la vraie amie va être un facteur de bonne santé. Comment vous expliquez alors que la haine en ligne ait pris le dessus des relations, on va dire, humaines, du face-à-face, du débat, comme on l'a connu depuis toujours, enfin, depuis l'Antiquité? Ça, dès l'époque de Montaigne, Montaigne dit, on a les vrais amis, ceux avec lesquels on a partage d'émotions et des choses extrêmement fortes. Et les autres, comme ils disent, ne vous étonnez pas, ils sont un temps avec vous, ils seront un autre temps contre vous. C'est dans leur nature, c'est dans la nature de ces relations superficielles, mais il y a juste une question de temps qui est vraiment à notre portée. Et là, maintenant, on est en vacances, ou on va l'être, et certains de ceux qui nous écoutent le sont. Est-ce qu'on passe vraiment du temps à écrire sur les réseaux sociaux l'image de la pizza qu'on mange, ou est-ce qu'on passe du temps avec celle ou celui qui donne du sens à notre vie et avec les plus proches? Donc c'est vraiment un moment pour reprendre ces priorités-là. On vit une époque particulière. Là, on vient de vivre une série d'incendies monstrueux, une période de canicule. On voit que ça bouleverse quand même tous ces éléments-là, la jeunesse, mais pas que la jeunesse. On sent que les gens se disent, mais dans quel avenir et dans quelle époque on est en train d'entrer? Des tensions, on vient d'en parler, sur le front social, le front du pouvoir d'achat. Vous, vos patients, est-ce que tout ça, aujourd'hui, vient les percuter, vient tout simplement les mettre encore un peu plus en difficulté? Bien sûr, mais il y a deux choses qu'on peut se dire au plan de la psychologie. La première, c'est de se dire qu'on est certes atteint par les choses, mais on est aussi beaucoup atteint, c'est Épictète qui disait ça, par l'idée qu'on se fait des choses. Donc il y a le traumatisme et il y a la représentation qu'on a. Et puis là encore, Montaigne va nous donner une leçon formidable. On a des soucis aujourd'hui, mais on est aussi atteint par l'anticipation. C'est-à-dire qu'on se dit, on a des soucis aujourd'hui, ce sera pire demain, et ce sera encore pire après-demain. On verra bien. Et au fond, cette anticipation, elle est toujours assez fausse. Peut-être qu'il y aura des difficultés, mais voyez, cette capacité à ne pas anticiper. Montaigne donne des exemples d'anticipation. Il donne un exemple très cruel. Il dit, je vous raconte l'histoire d'un noble qui avait une peur, c'était qu'il n'y ait pas assez de monde à son enterrement. Vous voyez, à l'époque, on était... Et du coup, il a invité les gens en disant, et quand je serai mort, vous viendrez bien à mes obsèques. Il dit, ça, c'est un bon modèle de cette obsession de la modernité pour un futur qui va plus tellement nous
nous concerner. Alors, à la fin de votre livre, professeur Michel Lejoyeux, vous faites pas mal de petits quiz. Êtes-vous oublieux ou hypermnésique? Des petits tests comme ça, osez les tests de Montaigne, hein, c'est ce que vous nous proposez également. Êtes-vous, cette question, un cœur d'artichaut ou un ami à la Montaigne? Absolument, hein, parce que c'est vraiment de l'ami à la montagne dont on a besoin. Et vraiment, on y pense tous, c'est celle ou celui qu'on néglige le plus, cet ami à la montagne, avec lequel on va passer le moins de temps, que ce soit dans le champ des parents ou de la vie personnelle. Est-ce que on va dire, il y a des choses très simples, hein. Vous faites un petit adepte, êtes-vous adepte de la tristesse ou de la gaieté? On peut être triste, on peut être gai, mais ça, c'est des choses que l'on choisit, vous dites? C'est pas la vie qui nous impose finalement d'être ça? C'est Alain qui a dit cette phrase, qui est une sorte de disciple de Montaigne, qui a dit « Le pessimisme est de nature. Tout nous pousse au pessimisme. L'optimisme est de combat. » Donc on est évidemment triste. On a en nous un fond triste. C'est pas une raison pour pas faire des petites expériences de connexion à la nature. Hein, c'est le bon moment. Montaigne dit, quand je suis avec mon chat, quand je parle avec mon chat, je ne sais pas qui fait le plus plaisir à l'autre. Est-ce que c'est le chat qui me fait plaisir ou est-ce que c'est moi qui fais plaisir à mon chat? Donc, indépendamment des maladies dépressives, hein, que je soigne dans un contexte médical, la tristesse, elle est de nature, l'optimisme est de combat. Alors, je n'ai pas résisté, je ne résiste pas à évoquer ce que vous nous écrivez, à une journée inspirée par Montaigne. Vous dites le matin, il faut se réveiller en musique, vous nous l'avez expliqué, passer en revue ces motifs de fierté. Hein, je suis coupable ni de la chute, ni de la ruine de personne, de marcher tôt et en pleine conscience. Oui, le mouvement, voilà. Dès son époque, c'est important. Vous savez, il écrivait debout. Oui. Il voulait pas écrire assis. Il disait, dès qu'on est assis, on est assis là tous les deux, on perd des capacités intellectuelles. Donc lui avait un écritoire pour écrire debout et marchait, faisait du cheval et là encore, magie, et c'est aussi ça que j'essaie de montrer dans le bouquin, magie de la connexion entre Montaigne et la neurobiologie. Dès qu'on bouge, on déclenche des molécules qui, dans le cerveau, vont faire pousser les neurones. Donc, au minimum, là, il faut en profiter, on a moins de prétextes pour pas le faire, au minimum 15 à 30 minutes d'activité par jour. Ouais, c'est le meilleur effet sur l'humeur. Absolument. Alors, derrière, une fois qu'on a fait cette marche, on ne prévoit surtout pas tout pour sa journée. Ah oui, et pour ses vacances. Ces vacances, on organise un peu d'hébergement, on va pas faire n'importe quoi. Non, oui. Mais des vacances totalement cadrées. Vous voyez comment vous organisez vos émissions de télévision, de radio. Je pense que si vos vacances sont organisées aussi précisément, elles vont être moins tranquilles que s'il y a une part, d'improvisation. Venez comme vous êtes, venez avec ce que vous êtes. Et puis enfin, vous nous conseillez dès le matin pour passer une journée à la Montaigne, c'est de dire un mot magique, les mots magiques, et notamment le mot peut-être. Oui. Par rapport, vous les voyez bien se succéder à votre micro, les experts à certitude, les experts à catastrophisme, on voit à quel point nous ne voyons pas venir ce qui va s'anticiper, c'est pas forcément une catastrophe. Voilà, et vous déroulez comme ça, hein, chaque moment de la journée, l'après-midi et le soir, et en terminant par ne plus se mortifier, vous dites pourquoi ne pas se rappeler en fin de journée que la mort n'est qu'un sommeil plus prolongé que les autres, à peine plus grave et tout aussi inévitable. Absolument. Merci beaucoup. Alors c'était vraiment un plaisir de vous recevoir et on le recommande, professeur Michel Lejoyeux, en bonne santé avec Montaigne. Pourtant, Dieu sait si en terminale de philo, Montaigne, on a eu du mal à rentrer dans les essais parce que c'est quand même assez... très dur, mais l'application, elle est là. Elle est là. Voilà, et je vous le recommande, c'est rafraîchissant et c'est réjouissant. Merci beaucoup, professeur Michel Lejoyeux. Merci. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis si vous me dites que je perds des facultés intellectuelles en restant assis, je vais essayer de faire les transitions debout. En marchant, debout et en marchant. Et puis si vous oubliez un peu, vous avez l'esprit un peu plus original, donc c'est très bien. Très bien. Rien de grave à oublier. Et puis on va mettre de la musique aussi le matin au réveil. Merci beaucoup, professeur. Merci.